Faire ensemble, être ensemble, Sophie Lepan, à l'hôpital Necker, comment est-ce que s'exprime cette diversité générationnelle? Quels sont, en quelques mots, d'abord les enjeux qui s'y expriment à Necker et la façon dont vous avez choisi de traiter cette problématique? Bonsoir à toutes et à tous. Alors oui, effectivement, je vais vous faire le retour d'expérience, le rétexte, comme on dit dans le vocabulaire hospitalier, de la cohabitation, entre guillemets, générationnelle à Necker. Alors pour vous présenter très rapidement l'hôpital Necker, on dit toujours l'hôpital Necker enfants malades. C'est faux, nous n'avons pas que des enfants, nous avons 450 lits pédiatriques et nous avons 150 lits adultes, avec des activités notamment de néphrologie et de transplantation rénale. Necker est le premier centre de transplantation rénale de France. L'hématologie, etc. Sinon, Necker, donc, c'est aussi le siège du SAMU de Paris. C'est un centre, alors, effectivement, vous trouvez toutes les spécialités pédiatriques. Et une des particularités du recrutement de Necker, c'est que c'est 20% de nos patients viennent de hors Île-de-France, voire de l'étranger. Voilà. Et d'un point de vue organisationnel, Necker est organisé en 7 pôles, soignants, médico-techniques, et un pôle de support administratif et technique. Et en fait, le contexte pour nous, je ne sais pas si j'appuie bien sur le contexte pour nous, c'était en fait à l'occasion, c'est à l'occasion, si vous voulez, de cette ouverture que ça s'est manifesté, entre guillemets, que cela s'est manifesté, c'est qu'on a ouvert le bâtiment Laennec, pour ceux qui connaissent, le gros bâtiment en verre situé à l'angle de la rue de Sèvres et du boulevard Montparnasse, qu'on a eu la joie de voir caillassé il y a quelques mois sur l'actualité. C'est un bâtiment qui est ouvert en 2013, 50 000 m², qui regroupe toutes les disciplines chirurgicales et médicales pédiatriques. Et à l'occasion de l'ouverture de ce bâtiment, malgré les réunions de travail, malgré, entre guillemets, les réassurances données, il y a eu un mouvement de fuite réel qui a impliqué des recrutements massifs et donc une arrivée assez importante de générations, comme on dit, Y, de jeunes, puisque, effectivement, j'ai regardé les pyramides des âges, merci, je vais essayer celui-là, les pyramides des âges de nos pôles. Et pour vous donner un exemple, je voulais être sûre de ce que je vous disais, sur le pôle pédiatrie générale, sur le pôle médico-chirurgical ou encore le pôle néonatologie, cardiologie pédiatrique, on est arrivé à une proportion de 60 à 70%. Alors je parle de la population là, des infirmiers, mais 60 à 70% d'infirmiers de 20 à 35 ans, et donc 30 à 40% d'infirmières plus âgées. Donc on a vraiment un rapport générationnel qui s'est complètement inversé. Mais je dirais la problématique pour nous, c'était pas tant l'arrivée massive de génération Y, hein, puisque quand on pose la question pour nous à Necker de est-ce qu'il y a des conflits intergénérationnels, moi j'ai interrogé beaucoup de cadres, on va vous dire franchement, il n'y en a pas. Il y a quelques épiphénomènes, mais il n'y a pas de conflit intergénérationnel en tant que tel. Nous, l'enjeu, c'était, il était, entre guillemets, il était double. Bon, c'est un enjeu déjà majeur, c'était de transmission des savoirs. Ce qu'on transmet, parce qu'on ne peut pas non plus tout transmettre, tout n'est pas utile, surtout dans un domaine où le soin et les techniques évoluent régulièrement, et comment on transmet. Et c'était aussi donc un double enjeu dans le sens où il y a à la fois une cohabitation au sein de chaque profession, parce que ce que j'ai dit pour les infirmières, il est aussi là pour les aides-soignants chez nous, cohabitation de plusieurs générations au sein d'une même profession, et j'ai eu l'exemple d'un pôle que je vais développer, qui est le pôle médico-chirurgical, où on s'est retrouvé avec une majorité de jeunes infirmières encadrées par des cadres de la génération, on va dire, baby-boom. Et là, effectivement, il y a eu quelques difficultés de compréhension, parce que j'ai interviewé quand même beaucoup de cadres de Necker. Il y a eu pas mal de difficultés de compréhension au début, et l'objectif c'était de comment les faire travailler au mieux ensemble. Donc, les enjeux pour nous, c'était comment gérer les spécificités de chaque génération. Donc, capter la génération Y, capitaliser sur les seniors, et en fait, comment éliminer cette confrontation. En fait, voilà. Comment cette confrontation peut aboutir en fait à un enrichissement collectif des compétences et de la prise en charge donc, des patients.
Donc, pour capter la génération Y, déjà voilà, on a la chance de bénéficier évidemment de l'image neckerienne, mais il faut savoir aussi que nos modes de recrutement ont évolué, comme je veux dire tout à chacun. Moi, je vais être honnête, je reçois quasiment plus de CV écrits. Tous les CV que je reçois, et j'en reçois chaque semaine, arrivent par mail de manière systématique. Necker à son Twitter, à son Facebook. Quand on a vraiment des difficultés sur des postes particuliers, on les met sur notre site internet. Donc ça marche. Alors pour capter, on y arrive relativement bien. Par contre, la génération Y, là les cadres, justement les cadres anciens en témoignent. C'est une génération, on l'a dit, un peu très mobile, adepte des réseaux sociaux, et pour laquelle vous parliez tout à l'heure du respect pour la hiérarchie. Moi j'ai un sentiment, je dis peut-être pas généralisé, mais de certains cadres sur on n'est pas respecté pour notre fonction, en tout cas par les jeunes professionnels qui arrivent, mais on est respecté si on est efficace. Sophie, non, je vous en prie. Simplement, vous disiez effectivement que l'intergénérationnel à l'hôpital Necker était mis au service de la transmission. Oui, transmission des savoirs et évolution des usages, des façons de faire au quotidien. Est-ce que vous pouvez nous illustrer, comme vous l'aviez évoqué, les deux situations où des personnes plus seniors finalement viennent en soutien de nouveaux arrivants, et puis le pendant de ça, qui est un exemple de tutorat à double sens, où des plus jeunes viennent apporter un support aux équipes en place existantes pour apporter du regard critique? Alors oui, nous donc quand on a des jeunes arrivants, je ne sais pas si ça se fait dans tous les hôpitaux, mais en tout cas l'exercice systématique, quel que soit le pôle de soins, il est systématiquement pris en charge par un tuteur. Nous on a un tutorat systématisé. Alors, on a ce qu'on appelle un kit d'accueil dans chaque pôle, avec un parcours à suivre, des bilans réguliers, donc c'est généralement effectivement un professionnel plutôt, alors on va être honnête, avec 30% dans certains pôles d'anciens seulement, ils ne peuvent pas prendre en charge tous les nouveaux, mais c'est généralement effectivement un infirmier pour 4 infirmiers anciens et expérimentés qui prend en charge un jeune. Et il y a un parcours avec des bilans donc à 15 jours, à 1 mois. C'est un parcours qui peut durer, déjà c'est des gens qui sont dans la même équipe de soins, avec les mêmes roulements, y compris sur les plannings de week-end. Et l'avantage, si vous voulez, de l'apport en tout cas qu'on voit pour les anciens, c'est ils dédramatisent pas mal, ils apportent, ils rassurent les jeunes parce que on a des spécialités extrêmement techniques sur Necker, notamment nos réa. Et nos jeunes apprécient effectivement d'être rassurés, parce que quand ils arrivent, ils ne sont pas toujours très sûrs sur des gestes techniques. Et les anciens ont entre guillemets cette faculté de réassurance qui est appréciée par les jeunes. Pour autant, c'est là que je vais nuancer, pour autant, c'est pas parce qu'on est ancien, expérimenté, qu'on est forcément le meilleur. Je donne un exemple concret. Mes collègues de la direction des soins font régulièrement ce qu'on appelle des calculs de doses pour vérifier donc si nos soignants sont toujours aptes à calculer les bonnes doses pour prescrire donc des médicaments, etc. Et on s'aperçoit que le plus souvent, c'est pas forcément les jeunes qui arrivent, qui font des erreurs, mais c'est régulièrement des anciens qui justement sont peut-être trop sûrs de leurs gestes, qui font ces erreurs et qui n'obtiennent pas, entre guillemets, la note minimale nécessaire, alors que le jeune, moins sûr de lui, va avoir tendance à être plus attentif. Donc on s'aperçoit qu'il y a vraiment il y a de la fonction de réassurance des anciens, mais les jeunes aussi ont l'avantage par justement le fait d'avoir un œil, enfin c'est ce qu'on a constaté nous, d'avoir un œil neuf. Déjà ce qu'ils font, c'est que s'ils ne savent pas faire, déjà ils demandent. Ils n'hésitent pas à demander, ça faut quand même le reconnaître, le souligner. Et par un œil neuf, ils arrivent à, par exemple, ils arrivent à apporter de nouvelles techniques. On a vu des évolutions de nos modes de prise en charge, parce qu'ils ont vu quand ils étaient en stage dans tel hôpital, ils ont vu un autre mode de prise en charge, ils ont vu un nouveau matériel, donc ils en parlent à leur cadre, et c'est comme ça qu'on arrive aussi à une évolution de nos modes de prise en charge. Donc là-dessus, on voit plutôt un enrichissement collectif. Très bien. Le second exemple.
En quelques mots? Je vais vite en fait. Rapidement. Un autre exemple qu'on a, c'est qu'on organise annuellement, donc les collègues aussi de la direction des soins, on organise des journées paramédicales, où ce sont en fait des groupes de professionnels qui effectuent des retours d'expérience, des partages d'expériences professionnelles, mais généralement à partir d'une situation qui dysfonctionne, de façon à monter et expliquer un projet pour donc améliorer la prise en charge des patients et améliorer la qualité des soins. Donc là, on a vu l'exemple dernièrement. Donc pour nous, aussi, ces journées paramédicales, c'est aussi une manière, comme une autre, on a d'autres moyens, mais de repérer des potentiels. Et là, je vais donner l'exemple du pôle cardiologie pédiatrique, où on a vu effectivement 2 jeunes infirmières et puéricultrices qui avaient remarqué des micro-ruptures, enfin des ruptures dans la prise en charge de patients complexes, hein, parce que quand on est en pôle néonat et cardiologie pédiatrique, ce sont des patients, des enfants, des bébés souvent, qui passent de la réa, ils vont passer au bloc chir, ils vont passer après en réa cardiaque, ils vont revenir en néonat, et donc on remarqué des ruptures dans la prise en charge, et qui donc ont monté tout un projet pour améliorer la fiche de liaison, pour que les parents aussi, parce qu'il y avait une inquiétude des parents qui ne comprenaient pas pourquoi on leur posait toujours les mêmes questions, pour réassurer aussi les parents, et donc qui ont abouti vraiment à une amélioration. C'est à la fois, ils ont amélioré la mode de prise en charge des patients, mais ces questionnements posés, entre guillemets, par ces jeunes arrivés, auxquels ne pensaient pas forcément leurs anciens, ont permis au service déjà de décloisonner le mode de fonctionnement du service au sein du pôle, et vraiment de progresser collectivement. Donc pour nous, c'est plutôt positif. Très bien. Peut-être qu'on pourra rouvrir ce débat tout à l'heure sur finalement ce qu'on retient comme bonne pratique, comme recommandation à l'attention des managers.